Comment vaincre le syndrome de l'imposteur quand on est thérapeute en cabinet? Si toi aussi tu es thérapeute, tu as peut-être déjà été confronté au fameux syndrome de l'imposteur. C'est ce qui fait qu'on ne se sent pas parfois légitime en cabinet, on doute de nous, on doute de ce qu'on fait avec nos patients. Peut se poser aussi la question, pourquoi est-ce que les patients viendraient me voir moi plutôt que les autres à côté, plutôt que les d'autres professionnels carrément, qui ont soit plus d'expérience, qui sont soit plus qualifiés ou qui ont simplement plus confiance en eux. Alors t'inquiète pas, ce syndrome de l'imposteur est vraiment très 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 prévalent et j'aurais tendance à dire de mon expérience, de ce que j'ai observé chez les thérapeutes que j'ai accompagnés, malheureusement il est encore plus présent chez les femmes que chez les hommes. Donc aujourd'hui, c'est tout ça qu'on va décomposer, on va voir les trois causes principales du syndrome de l'imposteur et surtout on va voir comment s'en débarrasser. Donc si aujourd'hui tu es en libéral, que tu as ton propre cabinet ou même que tu travailles en collaboration pour quelqu'un ou alors que tu es encore à l'école et que tu t'apprêtes à sortir pour créer ton câble, pour mener ta propre vie, alors reste bien sur cette vidéo parce que ça pourra vraiment te servir pour développer la confiance en toi nécessaire pour pouvoir monter un cabinet qui a du succès. Déjà, on peut commencer peut-être par la question, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Alors en fait, c'est simple. Le syndrome de l'imposteur, ça apparaît quand on a l'impression que soit on fait quelque chose pour lequel on n'est pas assez qualifié, en bref, que quelque chose nous manque. En fait, on a l'impression qu'on a un manque à l'intérieur de nous qui nous fait dire qu'on n'est pas légitime pour faire ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on a derrière ça la peur de se faire prendre, comme si quelqu'un allait nous démasquer, se faire prendre la main dans le sac, de dire mais tu fais ça, mais comment est-ce que tu oses faire ça, et que quelqu'un en fait dévoile réellement ce qui se passe et qu'on soit mortifié parce que en fait on n'a aucune légitimité pour le faire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, très souvent, n'a vraiment rien à voir, en fait, avec si on est capable de faire la chose ou pas. Parce que bien souvent, on est capable de faire la chose. C'est plutôt la perception de nous-mêmes qui va rentrer en jeu. Je vais vous donner un exemple très concret. À l'époque, quand je venais juste de sortir de l'école, j'ai sorti un programme qui s'appelait Chirolite. Le but était d'enseigner à la fois la technique, la philo, l'aspect création de cabinet aux jeunes chiros et finalement à tous les chiropracteurs, parce que j'ai eu des gens qui étaient en pratique depuis très très longtemps, qui ont aussi pris le programme. Et avec ce programme, j'ai aussi écrit le livre qui porte le même nom et qui a aussi un contenu similaire à l'intérieur. Et je me souviens après quand j'ai fait un petit tour de France pour visiter des chiropracteurs, après avoir publié et vendu le livre à plusieurs centaines d'exemplaires, il y en a un qui m'a posé une question et qui m'a dit mais au fait t'as quel âge? Et je lui ai répondu bah écoute j'ai 25 ans. Et là il m'a regardé avec des yeux ronds et il m'a dit mais je comprends pas, comment est-ce que tu t'as trouvé la légitimité de faire ça? Moi j'aurais jamais osé à 25 ans en sortant de l'école. Et en fait c'était quelque chose qui m'avait même pas traversé l'esprit parce que pour moi j'avais des choses importantes à dire. Je voyais des lacunes dans plein d'écoles, je voyais des lacunes chez les étudiants et même chez les gens qui étaient déjà diplômés, hein, on va pas se mentir. Il y en a plein, 5 ans après, ils savaient toujours pas comment ajuster correctement ou en étant à l'aise en tout cas. Donc pour moi, j'avais tellement de choses à expliquer, à montrer pour que les chiropracteurs soient plus à l'aise en cabinet et vivent mieux le fait d'être en cabinet que je me suis pas posé la question en fait. Et juste, j'ai écrit le bouquin et je l'ai fait et puis finalement ça a eu un succès de malade. Mais quand même, vous voyez, pour que je me souvienne de cette question qui était complètement anodine, c'est quand même qu'elle m'a marqué et ça m'a fait poser beaucoup beaucoup de questions. Je me suis dit, comment ça se fait que autant de personnes s'empêchent de vivre ou s'empêchent de vivre leurs rêves surtout, c'est-à-dire pour certains, ils vont vouloir monter un cabinet et ils le savent depuis toujours, mais ils vont pas oser. Ils vont peut-être passer 3 ans ou 5 ans à travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre ou alors à aller de cabinet en cabinet parce qu'ils se sentent pas légitimes de monter leur propre cabinet. Pareil, certains voudront avoir un volume assez élevé. Il y en a certains, je suis sûre parmi vous par exemple, qui ont envie de voir plus de 80, plus de 90 patients par semaine. Il faut savoir que chez les chiropracteurs, c'est un nombre de patients qui est largement atteignable. Moi, je l'ai atteint plusieurs fois. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, en fait. Il faut juste réduire le nombre de minutes passées pendant les consultations sans altérer le soin qu'on donne aux patients, évidemment. Et en fait, ça marche très, très bien. Il y en a certains, par exemple, aussi, qui veulent monter des centres. C'est-à-dire qui veulent avoir un cabinet, mais qui veulent s'étendre. C'est-à-dire avoir d'autres personnes, que ce soit des chiropracteurs, mais je connais aussi des gens qui veulent avoir des gens qui font des massages ou alors des kinés ou des ostéopathes, d'autres types de professionnels qui bossent avec eux et en fait créent des centres de santé, mais ils ne donnent pas l'autorisation. Et ça, c'est quelque chose de super important dans le syndrome de l'imposteur, c'est que ça va vous empêcher déjà deux choses. Ça va vous empêcher de rêver, donc de laisser exprimer le potentiel et toutes les idées que vous avez à l'intérieur de vous. Comme moi, par exemple, si j'avais eu les limitations dont ce chiropracteur
chiropracteur que je vous ai mentionné dans l'histoire avait, si j'avais les mêmes limitations, je me serais jamais autorisée à écrire un bouquin, encore moins un manuel, quand j'avais 25 ans. Or, je l'ai fait et heureusement que je l'ai fait parce que ça a servi à plein de jeunes chiro. Donc ça va vous empêcher de rêver. Et deuxièmement, évidemment, ça va vous empêcher de passer à l'action. Et ça, c'est terrible. Parce que ça veut dire que du coup, vous limitez votre potentiel. Comme si, par exemple, vous aviez le potentiel de rentrer dans des habits de taille XL, mais qu'en fait, vous vous contentez des habits de taille S. Et du coup, vous avez une vie étriquée où vous vous sentez pas épanoui, vos aspirations sont pas comblées. Et en fait, tout ça, c'est dû à un manque de confiance en vous généré par ce fameux syndrome de l'imposteur. Et une des raisons pour lesquelles je suis aussi passionnée à ce sujet, c'est que moi aussi j'en ai souffert. Là, je vous raconte une histoire dans laquelle c'était pas le cas, mais c'est le cas dans plein d'autres domaines de ma vie. Par exemple, pour monter mon cabinet, je sais que j'ai procrastiné, j'ai eu l'idée de monter mon cabinet concrètement en janvier, j'ai pas ouvert avant juillet. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre-temps, il a fallu que je surmonte plein d'obstacles internes. Et en fait, il faut pas croire, dans la vie, c'est jamais l'extérieur votre pire ennemi. C'est toujours à l'intérieur de vous-même. Les plus grosses barrières que vous allez surmonter seront jamais des barrières techniques ou des barrières géographiques ou des trucs dans le monde externe, dans le monde matériel. Ce sera toujours dans le monde énergétique, en particulier aussi dans le monde émotionnel, c'est-à-dire votre environnement interne qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que du coup, dans les différents programmes que j'ai, que ce soit Chiro Elite ou le système, on travaille énormément sur ça, justement, précisément, le monde interne, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous va se refléter dans votre monde extérieur. Si vous avez une barrière, qu'elle soit émotionnelle, énergétique, parfois c'est dans la famille, c'est hérité de génération en génération, ça, et que vous la démontez pas, ça va toujours se manifester dans votre vie et ça va faire un énorme blocage, comme si vous aviez des gens en grève sur l'autoroute et ben vous n'arrivez pas à passer. Et ben c'est pareil, vous allez essayer, vous allez mettre plein d'énergie, vous allez dépenser, vous allez vous fatiguer en fait dans le monde matériel à essayer de trouver une solution, alors qu'en fait le blocage sur la route, il est lié à quelque chose qui se situe autre part, qui se situe pas dans le monde matériel, donc dans un problème technique ou de comment il faut faire ou de stratégie et tout. Bref, dans le monde mental, il se situe derrière, dans l'inconscient. Donc en fait, vous allez pédaler dans la semoule à essayer de trouver une solution. Ah, peut-être que si je fais ça, ça va mieux marcher. Et puis si je me mets là, et puis si j'embauche machin truc, et si je fais ceci, cela, les trucs et tout. Et finalement, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est le même pattern qui se reproduit tout le temps dans votre vie, parfois dans différents domaines. De toute façon, c'est simple, hein. On dit souvent qu'il n'y a pas de problème juste de business. Il n'y a pas de problème juste professionnel. Souvent, un problème que vous allez rencontrer dans le monde professionnel, vous allez aussi le rencontrer dans votre vie personnelle. Par exemple, vous avez peur de la confrontation, donc vous n'allez pas vous imposer avec vos patients. Et bien ça, vous allez le retrouver dans votre vie perso aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour se débarrasser, vaincre et surmonter ce syndrome de l'imposteur? Alors en fait, déjà, comme tout problème, il faut poser un diagnostic. Et là, si vous êtes thérapeute, ben, vous savez de quoi je parle. C'est quoi le diagnostic? Quelles sont nos hypothèses de travail principales quand il s'agit du syndrome de l'imposteur? 3 choses. La première et les 2 autres sont plus liées entre elles. Premièrement, le manque de confiance en soi. Ça, c'est quelque chose d'énorme qu'on est beaucoup à traîner, comme j'ai dit au début de la vidéo, en particulier les femmes. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'agace parce que je le ressens viscéralement, parce que je l'ai vu aussi se passer tellement à l'intérieur de moi, dans ma propre famille, chez mes propres amis. Il y a plein de nanas qui sont absolument extraordinaires, qui sont bien plus douées et bien plus entraînées, meilleures en termes de compétences que plein d'autres mecs, et pourtant, elles vont douter d'elles. Et elles vont pas savoir oser se vendre, elles vont pas savoir oser parler de ce qu'elles font, elles vont pas savoir oser s'exprimer, parler haut et fort, parce que je sais pas vous, peut-être que maintenant ça a changé dans les générations d'aujourd'hui, mais moi encore quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et petite, une fille qui parlait trop fort et qui parlait trop fort d'elle, de ses accomplissements ou de ce qu'elle faisait, eh ben c'était mal regardé. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les éducations, mais en tout cas, je sais que c'est comme ça pour beaucoup de personnes, dans beaucoup de cultures différentes. Une femme qui s'exprime, qui parle fort, qui est forte et du coup qui a le potentiel d'écraser un homme ou l'ego d'un homme, c'est mal vu. Donc, si vous avez reçu d'une part ou d'autre ces messages inconscients, parce que les gens ne transmettent pas ce genre de messages par plaisir, hein, vous imaginez bien. Si par exemple vous avez entendu parler
parler de ça de cette manière-là dans votre famille ou dans votre entourage, c'est que les femmes qui perpétuent ce message l'ont reçu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'elles ont intégré tellement profondément en elles qu'elles ne se rendent pas compte que c'est complètement fucked up comme genre de message, et du coup, elles le transmettent à leurs filles, à leurs petites filles, à leurs cousines, enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. Donc un manque de confiance en soi, ou carrément même, encore plus profondément, un manque d'estime de soi. Donc on va en parler de ça un petit peu plus tard. Maintenant, les autres causes. Là, les deux autres causes sont beaucoup plus simples à régler. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut plus les régler dans le monde matériel, c'est-à-dire avec de l'action concrète en fait. Premièrement, on va avoir le manque de compétences. Aussi simple que ça. Si on dit souvent que, en fait, plus on est préparé. Par exemple, imaginez, demain, vous êtes retour en CE1 ou en CM1. Vous devez faire un exposé sur l'âge médiéval. Voilà. Demain, on vous dit, vous devez faire un exposé, vous avez 7 ans et demi et vous n'avez rien préparé. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Bon, bah, vous allez vous sentir comme ça. Pas du tout confiant, vous allez stresser. Ah, je sais pas ce que je dois dire. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe aussi quand on n'a pas les compétences nécessaires, performer une action, faire quelque chose qu'on nous demande de faire. Et ben, on se sent pas bien parce qu'on sait à l'intérieur de nous qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, on n'est pas équipé assez pour le faire de manière optimale, roule ma poule et puis c'est bon. Et là, le manque de compétences rejoint notre dernière cause qui va être le manque d'expérience. Et vous voyez comment ces deux-là sont liés, parce que de toute façon, plus on acquiert de l'expérience, plus nos compétences se renforcent, se peaufinent et mûrissent. Finalement, on devient on progresse, on devient meilleur et meilleur chaque jour, chaque année qui passe. Donc en fait, le manque de compétences se retrouve rapidement neutralisé au bout de quelques mois ou quelques années d'exercice. Ça, c'est très simple. Pour neutraliser le manque de compétences et le manque d'expérience, c'est simplement répéter certaines actions pendant une certaine période de temps jusqu'à ce qu'elles deviennent plus fluides, qu'on se sente plus en confiance et finalement qu'on se dise bah ouais, en fait, maintenant je sais le faire. Que les choses, en fait, on les répète assez pour qu'elles nous paraissent normales. Au départ, quelque chose va vous paraître complètement inconfortable. Mais si vous le répétez assez, bah en fait, ça va rentrer dans votre normalité. Les compétences, c'est pas compliqué non plus. Vous identifiez les principales choses qui vous posent problème. Par exemple, si c'est un problème de technique, au niveau ajuster la colonne vertébrale, admettons. Moi, je parle parce que je suis chiro, mais vous, ça peut être autre chose. Dire certaines choses aux patients, admettons. Bon bah, vous identifiez exactement qu'est-ce qui coince dans ces situations-là. Vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, vous travaillez et vous trouvez des mentors, par exemple, qui savent faire ces choses-là avec fluidité, aisance et confiance. Vous leur demandez comment ils font, vous copiez comment ils font, et en fait, pareil, vous le répétez, et vous allez voir que le manque de compétences et le manque d'expérience vont assez rapidement se retrouver neutralisés. Mais maintenant, il faut qu'on parle de la couche la plus profonde, parce que c'est ça qui va vous bloquer finalement toute votre vie, c'est le manque de confiance en soi, et du coup, le manque d'estime de soi. Alors, généralement, le manque de confiance en soi ou d'estime de soi, ça peut venir encore une fois de différentes sources. Vous voyez que, en fait, on a des couches, des couches, des couches, des couches, et en fait, plus on va gratter profond, plus on va réussir à faire sauter les verrous des blocages qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous bloquent dans notre vie. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'a pas confiance en soi? Plusieurs choses. Parfois, ça peut être quelqu'un qui a absorbé un certain mécanisme de fonctionnement de sa famille. Donc, par exemple, typiquement, il peut y avoir des gens, par exemple, qui viennent d'une famille de gens qui n'ont pas beaucoup confiance en eux. Les parents n'ont pas beaucoup confiance en eux. Par exemple, je sais pas, c'est des gens qui n'ont pas confiance en leurs compétences, en qui ils sont tout timides. Et au-delà d'être timide, ça n'a rien à voir, mais qui se sentent nuls. Et en fait, être élevé dans une famille de gens qui se sentent nuls, qui répètent à longueur de journée je suis nul, quelle quiche, quelle bécasse, des choses comme ça, bah forcément, vous prenez ça sur 17 années ou 18 années, le temps que ça met de former un humain à maturité, bah en fait, les messages inconscients, ils sont sacrément ancrés dans le subconscient à ce stade. Bon, bah ça, voilà, ça, je vous dis pas, enfin ça prend un moment à se décrocher. Là, mon meilleur conseil, honnêtement, c'est de vous faire aider d'un autre professionnel, que ce soit quelqu'un, enfin un psychologue ou autre chose, mais genre faites-vous aider, ou un coach dans ce genre de truc là, ça marche bien, ou il y a quoi, de la kinésiologie, ça marche bien aussi. Allez voir quelqu'un de compétent dans tout ce qui est croyances limitantes, confiance en soi, estime de soi. Je peux pas vous dire, ça va vous sauver des années de galère. En quelques séances ou en quelques mois, vous ferez sauter tous les verrous comme ça que vous traînez, tous les bagages émotionnels, vous les lourderez. Hop là, hop, c'est fait. Et comme ça, ça vous évitera en fait de vous retrouver bloqué dans votre vie à cause de ça, des choses qui vous appartiennent pas et que vous avez absorbées. Quelqu'un de compétent vous aidera
à vous en débarrasser en l'espace de quelques semaines. Et franchement, vous me remercierez, donc faites-le si vous identifiez que c'est votre cas. Après, aussi, ce genre de problème de confiance en soi, d'estime de soi, ça peut aussi venir juste du passé, des expériences vécues de la personne. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, on peut avoir eu, comment on dit, en anglais ça s'appelle du bullying. Donc à l'école, par exemple, on peut avoir des gens qui se sont moqués de nous parce que, bah, je sais pas, on avait un gros nez ou j'en sais rien, on avait une tête bizarre, enfin bref, peu importe. Bon, on le sait, voilà, les gamins, des fois, ils sont pas tendres. Bon, eh ben, si c'est votre cas, vous avez pu aussi absorber des messages, cette fois-ci pas forcément de votre famille, de vos parents ou d'autres entourages, mais plutôt de vos pairs. Et en fait, si constamment ça vous a été reflété, vous allez développer une pauvre image de vous-même qui du coup va vous suivre. D'ailleurs, pour ce qui est de l'image de soi, un livre hyper puissant qui met vraiment en valeur ça, déjà vous avez tous les livres des sportifs de haut niveau, que ce soit du basket, que ce soit du golf, que ce soit des fléchettes, du tir, enfin plein de choses comme ça. Au plus le sport requiert un mental bien développé, au plus vous allez voir que toute cette partie est vraiment hyper recherchée et développée. Et un livre en particulier, je ne sais pas s'il est traduit en français, enfin moi je lis en anglais personnellement, ça s'appelle Psycho-Cybernetics et en fait c'est un chirurgien esthétique qui explique que dans certains cas, la reconstruction faciale ou l'altération de certains traits qui ne plaisent pas aux patients leur donne vachement confiance en eux et leur image d'eux est complètement transformée. Et à l'inverse, dans d'autres cas, peu importe combien de coupes ils font, l'image des patients est toujours la même et en fait ils se considèrent toujours comme quelqu'un de moche, quelqu'un de pauvre, quelqu'un de quelque chose qui va pas, en gros voilà. Et en fait ce qui est expliqué dans ce livre c'est comment travailler sur l'image de soi parce qu'en fait tout ce qui se passe dans notre vie, tous les succès ou les échecs qu'on a dans notre vie sont liés à une seule chose, l'image qu'on a de nous-mêmes. Vous allez, par exemple, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, de voir quelqu'un arriver dans une pièce qui juste dégage tellement de confiance, tellement d'assurance, que vous vous demandez en fait qui c'est cette personne. Alors qu'en fait, cette personne, bah, elle est comme vous, elle est complètement normale. Et à l'inverse, ça vous est sûrement déjà arrivé de vous sentir tout pas bien, tout petit, tout mal à l'aise en arrivant dans une pièce. Ben ça, c'est la réaction de votre corps par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Voilà, donc maintenant vous avez les différentes clés pour identifier où est-ce que ça bloquerait pour vous au niveau du syndrome de l'imposteur, faire de votre mieux pour aller dedans, regarder ce qui se passe et affronter ce qui se passe. Ça, j'en parle beaucoup dans les différentes formations que j'ai aussi, les différents programmes, comment vaincre sa partie d'ombre. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, comme je disais, on va répéter les mêmes schémas. Et en fait, du coup, identifier pour vous s'il s'agit plus un problème en profondeur ou plutôt un problème en superficie dans le monde matériel, c'est-à-dire d'expérience ou de compétences. Moi, je vous dis bon courage et bonne chance avec votre cabinet et votre patientèle. Et si vous voulez en savoir plus comment développer un cabinet qui a du succès, cliquez juste sur le lien en dessous, je vous montre exactement comment j'ai fait.